parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi 20 novembre 2020. Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous servir avec fierté au cours de cette émission. Vous le savez, ici, tous les jours, nous décryptons l'actualité. Nous partons donc avec ce sujet, attaque du 22 novembre 1970. On en parle 40 ans après. Les Guinéens restent toujours divisés sur l'exactitude des faits. L'agression portugaise est pourtant bien réelle. Un coup de force qui n'a pas totalement réussi, mettant en nu l'implication de certains fils du terroir. Un échec qui donnera le ton à une vague d'arrestations, voire de répression au niveau national à partir de 1971. Que s'est-il réellement passé ce jour? Que réclament aujourd'hui les parents des victimes du Kamboaro? Tour à tour, nous aurons Yaya Chérif, diplomate, et Dr Amadou Tunkara, membre de l'AVCB, entendez l'association des victimes du Kamboaro. D'autres sujets, bien évidemment, viendront s'ajouter à ce premier que nous venons de lire. Continuez à réagir. Les numéros défilent juste en bas, les contacts, je veux dire, défilent juste en bas de votre écran. Vous pouvez réagir au 657 39 13 13 ou sur Twitter, hashtag espace GG. Au GG8037, nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Mara, comment ça va ce matin? Bonjour Djaja, bonjour à tous. Ça Alphonse, va? Mara. Caps, bonjour. Bonjour, ça va très bien. Dieu merci. En forme? En forme. Oui, très bien. Antoine qui nous rejoint, qui revient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, comment ça va? Bonjour Moustahiro, bonjour à tous. Comment s'est passé le séjour? Très cool. Madame Yero, qu'est-ce qu'il nous a rapporté? C'est surtout ça la question. Il a envoyé beaucoup d'éléments de reportage. Beaucoup. Il nous a rapporté tout ce qui s'est passé là-bas et c'était très très vivant. J'ai carburé. Ça c'est quelque chose. Giba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Soye, bonjour à tous. Alors, il est coincé de l'autre côté. Jacques Léa Leno, bonjour, comment ça va? Bonjour madame, bonjour à tous. Je l'ai connu quand j'étais à l'université. Tu le connais au moins pour ça. C'est un doyen. Il va répéter ça durant toute sa vie. Alors, nous partons avec l'actualité, bien entendu. Antoine Kourouma, on a suivi hier cette conférence conjointe de différents départements ministériels, notamment celui de l'administration du territoire, de la sécurité, de l'unité nationale et de la citoyenneté, mais aussi celui de la justice. Une conférence quand même qui s'attaque à beaucoup de choses qui se passent notamment sur le sol guinéen depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, qui s'attaque notamment à ce rapport d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Antoine Kourouma. On a finalement compris pourquoi cet empressement de ces ministres hier par rapport à cette conférence de presse. Le sujet principal pour lequel la conférence a eu lieu, c'est bien sûr ce rapport fourni par Amnesty International. Ce rapport d'Amnesty également de Human Rights Watch. Et apparemment, dans les déclarations faites par les membres du gouvernement, on a largement compris qu'ils sont mécontents, qu'ils rejettent catégoriquement ces rapports fournis. Et d'abord, il y a eu ce compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Abakar Silla, qui, dans son compte-rendu, a évoqué cette forme de dénonciation que fait le gouvernement, y compris le président de ce rapport d'Amnesty, qu'on qualifie de partial. Apparemment, Amnesty International n'aurait pas recoupé les informations. Ils auraient fait un rapport à sens unique avec seulement des informations sur les cas de tuerie qui auraient été commis par les forces de sécurité. Nulle part, selon Damantan Albert Camara, on ne mentionne les cas de violence perpétrés par des civils, notamment celui du train qui a été stoppé du côté de Sonfonia. Les cas de mort, notamment des forces de sécurité, selon le ministre, on ne fait pas mention de ces cas de tuerie. De l'autre côté, il dit également qu'ils sont surpris de constater que Amnesty, généralement, lorsqu'ils font de tels travaux, ne prennent pas le soin de contacter le gouvernement pour des sortes de... pour les écouter tout de même sur leur version des faits. Ce qu'ils n'auraient pas fait. Et donc, il y a eu cette forme de colère qui a été exprimée hier,
Et dans les propos du ministre, c'est pas ce que nous dit Amnesty qu'on a pu joindre, qu'on a pu contacter ce matin. Ils nous disent qu'on voulait vraiment les faire réagir à ce qui s'est passé, notamment cette sortie du gouvernement. Ils disent qu'ils ont, parce qu'il faut le rappeler, ce rapport est sorti le 1er octobre. Ils disent qu'un mois avant, ils ont produit le rapport qu'ils ont envoyé au gouvernement. Le ministre de la Sécurité même a reçu les conclusions. Justement, voilà. il y a eu également une conférence de presse, un communiqué de presse, je veux dire, qui a été fait un peu plus tard. Ils disent que le gouvernement était saisi à l'avance. Nous aurions aimé avoir leur réaction. Ils disent qu'ils ne se prêtent pas à ce jeu. Ils ont fait leur rapport. C'est vrai que tout n'est pas exhaustif comme ils le disent. Par exemple, ceux dont le gouvernement parle, ils disent qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour le relayer. C'est leur explication. Et à ce niveau, je vais finir de rapporter les propos des différents ministres. Parlons toujours du Damantan Albert Camara, parce qu'il y a eu cet élément tout de même qui a été relayé largement hier, lié à ce corps sur lequel il y a eu une certaine polémique. Le ministre, dans ses propos, a dit qu'il y a eu un cas de mort pour lequel le ministre estime qu'il n'a pas été tué par balle et qu'on aurait introduit une balle à travers une pince. Et qu'il a rendu public une autopsie, il a violé les secrets médicaux. C'est incroyable. En exposant une balle introduite avec une pince, selon les explications du ministre. Ça a été un travail fait de main de maître, parce que selon lui, ce sont les agents assermentés qui ont fait l'enquête, qui a pris du temps. Il a révélé cela parce que selon lui, il était important de le faire au regard des polémiques suscitées souvent par de telles situations. Alors selon le ministre, les enquêteurs... Est-ce que c'est normal de révéler des situations comme ça, que le ministre donne des informations liées à une enquête d'une procédure qui n'a pas pris fin? Est-ce que c'est pas au procureur normalement de donner de telles informations? Il s'est excusé auprès du ministre de la Justice. Pour commencer, il s'est excusé auprès du ministre de la Justice en disant que certainement le ministre va le blâmer pour cela, mais il faut qu'il le fasse une façon pour lui certainement d'éclairer en temps normal, il ne devrait pas. Je pense que c'est une excuse très légère. C'est un rapport selon lui qui a été fourni par des experts en la matière, et pour lui, ce corps dont il parle n'aurait pas reçu de balle, il n'aurait pas été tué par balle. Cette balle dont il est question aurait été introduite à travers une pince par ceux qui ont déposé le corps au niveau de la morgue. C'est tout de même hallucinant, parce que j'ai suivi les commentaires hier de certains observateurs, mais à écouter le ministre... Mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est frustrant d'écouter de tels propos de la part du ministre, et je comprends largement que souvent, les déclarations, les communications souvent, ne font pas les affaires du gouvernement. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir arranger un problème, mais on crée d'autres. Mais est-ce que c'est en ne résolvant pas sain? Est-ce que c'est sain de se prêter à un tel jeu de communication qui n'honore pas la Guinée? Moi, je veux dire juste une chose rapidement. Si tu permets, cette communication du ministre avait pour objectif de pouvoir mettre un peu à mal le rapport qui a été fourni par cette institution. Amnesty International. Prouver que tous ceux qui sont morts ne sont pas morts forcément par balle, et qu'il y a des cas où il y a des manipulations de corps. Les manipulations de corps existent. Ça existe dans plusieurs... Je ne connais pas le cas guinéen, mais dans plusieurs pays... Mais cette manipulation se fait où? En Guinée, par exemple, à quel niveau ça peut se faire? Dans les hôpitaux, généralement, où pendant l'autopsie, on peut manipuler les corps, introduire certains objets ou introduire certaines substances pour justifier les morts par ça. Les causes pour justifier les causes de mort. Est-ce qu'on veut décrédibiliser en quelque sorte la médecine légale en Guinée? Ce serait peut-être, non, pas décrédibiliser. Parce que quand vous dites que c'est à l'hôpital, écoutez, cette communication pourrait mettre plutôt le doute sur, comme vous le dites, la médecine légale, même si ce n'était pas au départ le but visé par la communication. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement apprenne à communiquer pendant la crise. Parce que, comme vous le dites, cette communication, bien qu'elle puisse être vraie, les manipulations de corps existent, mais si elle est avérée, c'est la médecine légale qui va porter le chapeau. Parce qu'on va commencer à se poser la question de savoir comment les corps sont traités pendant les autopsies à la médecine légale. Ça va remettre en doute tous les rapports rapportés. Moi, je ne crois pas que ce soit la médecine légale qui soit visée par cette communication. Ceux qui sont visés par ça, ce sont... Antoine, la manipulation de corps ne se fait pas sur le terrain. Je crois on n'a pas le temps sur le terrain d'ouvrir un corps. Le message est adressé à ceux qui déposent les corps. Non, maintenant c'est ce que je suis en train de dire. C'est à eux que le message est adressé, parce que très souvent, ce que vous constatez, on accuse parfois les commanditaires des manifestations d'être à l'origine des cas de mort. On accuse des manifestants. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pousser le cynisme? Est-ce que je peux poser cette question? Pourrait-on pousser le cynisme
jusqu'à comment on appelle, à travers des pinces, ouvrir le corps d'un cadavre et y introduire une balle. On est arrivé à un degré de violence en Guinée où tout est envisageable. Maintenant, ce que je suis en train de dire, la communication peut-être vise les organisateurs de manifestations ou ceux qui déposent les corps, mais la sortie d'hier ne jette pas un discrédit sur ces gens-là, mais la médecine légale. Parce que la manipulation de corps, je vois très mal des gens dans la rue procéder à une manipulation de corps pour introduire quoi que ce soit. Peut-être que si la Croix-Rouge avait recommencé à prendre les corps, peut-être qu'on aurait même jeté du discrédit sur la Croix-Rouge, parce que c'est la Croix-Rouge qui récupère généralement les corps des victimes pour déposer. Mais à un moment donné, vous le savez, on en a parlé dans ce studio, on avait interdit à la Croix-Rouge de prendre les corps en attendant que le gouvernement ne donne l'autorisation. Donc pour terminer, je vais dire ceci. La communication du ministre est ratée, surtout sur ce point-là. Il faut qu'on apprenne à communiquer quand surtout on n'a pas cette affinité de communication n'existe pas entre le public et nous. La communication gouvernementale est bancale depuis plusieurs années. C'est le fruit d'un manque de confiance entre les administrateurs et les administrés. Déjà que quand c'est vrai, on ne vous croit pas. Imaginez que vous rapportez des faits presque incroyables. Les grandes Donc aujourd'hui, cette communication est à revoir. Et la médecine légale, j'espère qu'elle fera une sortie dans les prochains jours pour dire que d'après ce que le ministre a dit, ce n'est pas eux qui sont concernés. Parce que la manipulation de corps, je le répète, ne peut se faire que quand c'est en autopsie, pas avant ou pas après. Je ne vois pas du tout où dans un espace de manifestation ou dans le quartier, des gens peuvent prendre le soin d'ouvrir un corps et d'y introduire quelque chose. La médecine légale doit communiquer sur ça parce qu'elle engage sa responsabilité et sa crédibilité. Et quand même, il faut se poser la question de savoir quel type de balle aurait été introduit. Voilà, dans le corps, parce que si ce sont des AK-47, il faut se poser la question, est-ce que les citoyens détiendraient de telles armes dans leur domicile? Mais au-delà de cette sortie du ministre, bien que la procédure ait été violée, je pense que le ministre de la Justice aurait pu quand même juguler la chose pour intimer à son collègue peut-être d'éviter d'aller dans une telle communication. Mais ce qui est fait, déjà fait. Moi, je veux revenir sur ce rapport. Peut-être que le ministre et nous, peut-être en tant que journalistes, on n'a pas lu le même rapport parce que moi, j'ai parcouru ce rapport. Human Rights Watch dit dans ce rapport que 70 personnes ont été entendues. On parle du rapport d'Amnesty. D'Amnesty, pardon. Voilà, donc il y a des personnes... Le rapport de Human Rights Watch est différent de celui d'Amnesty. Voilà. Moi, je parle d'Amnesty. Voilà, deux rapports différents. Alors, du côté d'Amnesty, il y a eu quand même ce travail d'équilibre qui a été fait. Human Rights Watch, pardon. Maintenant, pour revenir à Amnesty, je suis d'accord qu'il y a en tout cas une approche partielle dans la démarche. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait que du côté du gouvernement, on puisse anticiper dans le cadre de la communication. Et dans l'anticipation, c'est mettre toutes ces informations au niveau du public. Parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas cette communication qui est descendante. Et lorsqu'on n'a pas une communication descendante, ça veut tout simplement dire que quels que soient les rapports qu'on va présenter au public, aujourd'hui, ça défraie la chronique. Donc, on essaye d'avoir une communication purement politique. Mais attention, la communication politique, c'est comme tout de suite l'esthétique. Lorsque vous ratez, c'est visible. Je pense que le ministre, hier, a fait une communication. C'était bon au départ, mais au niveau de cette approche où on introduit quand même une balle avec une pince, une telle communication, ça donne froid au dos. Je pense qu'aujourd'hui, cela quand même vient polariser toutes les attentions et des questionnements, ça va soulever des questionnements. Donc, moi, j'ai quand même suivi. Je me suis dit, mais attends, une telle approche, c'est difficile quand même de l'avaler, même si ça vient d'une autorité quand même de la sécurité. Mais il faudrait que le ministre de la Justice puisse prendre ses responsabilités et que dorénavant, de telles communications puissent se faire dans les règles de l'art. Parce qu'aujourd'hui, on parle de respect de la procédure. Hier, moi, j'ai écouté, par exemple, les avocats de ces partis politiques aujourd'hui qui sont en détention. Toujours, c'est ce mot qui revient, le respect de la procédure, qui est en cours. Il faudrait que, pour des communications, on ne se dise pas, non, on va tordre le cou à la loi, parce que tout simplement, il y a un rapport que vous jugez partial, qui vous tombe dessus. Je pose la question encore, il faudrait qu'on cherche à savoir quel type de balles. Est-ce que ce sont les calibres 12? Est-ce que ce sont les AK-47? Et on sait qui détient ces types d'armes. Maintenant, l'un dans l'autre, aujourd'hui, il y a un problème dans le pays. Il faudrait trouver une solution à cela. Il faut aller vers la justice parce que finalement, tous les rapports, à la fin, la conclusion, c'est de dire il faut rendre justice. Et rendre justice, je pense que c'est les deux côtés. C'est les hommes en uniforme qui seraient mis en cause. Également, ce sont des entités, ces partis politiques qui peuvent appeler à des manifestations. Donc, il faut
que dans la bascule, qu'on puisse quand même jouer un travail d'équilibre. Bien, Jacques Léwal, oui. Vous avez suivi cette actualité aussi, cette sortie de ces ministres de la République. Que cela vous inspire-t-il? Je crois que c'est la troisième conférence que les 3 ministres, 3 ou 4, se donnent donc au ministère de la Sécurité, se retrouvent et c'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile. Hier, ils ont pris énormément de temps avant de commencer. Je crois qu'il fallait travailler sur un certain nombre de choses pour y arriver. Donc, on le sait très bien, c'était pour remettre en cause le rapport de Amnesty International. Le rapport, donc, je crois il a été rédigé bien après les élections, parce que c'est autour du 24-25 octobre que le rapport d'Amnesty est sorti. On peut bien constater qu'à l'intérieur, l'ONG a manqué de rapporter ce que le gouvernement a pu dire. Parce que c'est cet exercice que Human Rights Watch a fait en justement. Voilà, parce que on ne peut pas dire que, bon, on a contacté le gouvernement n'a pas donné des informations. Le gouvernement communiquait déjà dès le lendemain de ces violences, le 19, le 20, je crois, il y a eu une première conférence où Bourema Condé a fait la situation de l'ensemble des violences qu'on a pu enregistrer à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Les casses, les morts et puis les blessés. Il y avait donc des contradictions autour des chiffres, et j'ai pu constater que ce soit au niveau de Amnesty ou au niveau de Human Rights Watch, on s'est entendu que c'était, on a rapporté plutôt que c'était 12 victimes, et alors que l'opposition et le gouvernement étaient en train de se tirailler sur ces chiffres-là. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire sur les 2 rapports. Maintenant, le ministre, il a quand même, au-delà de cette balle dont vous parlez, le ministre a dit autre chose qui m'a semblé beaucoup plus incompréhensif. Quand il dit, il demande formellement que les forces de l'ordre aient utilisé, n'est-ce pas, des armes. Il est dans une démarche... Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, bien entendu. Donc, il est dans une démarche bien claire, c'est que les forces de l'ordre n'ont rien fait. Alors que la procédure est en cours, je crois qu'il faut attendre que les instructions puissent aller jusqu'au bout. Mais lorsque le gouvernement, le ministre de la Sécurité donne un tel ton, je vois mal un officier de police. Mais le ministre de la Justice était présent. Oui, il était présent, il regardait. Bon, de toutes les façons, ils sont tous de l'exécutif, mais il sera très difficile pour ceux qui sont dans l'instruction, dans le traitement, n'est-ce pas, de ce dossier, dans les enquêtes, mais également dans l'organisation probable du procès à l'avenir, d'aller inquiéter les forces de l'ordre, parce que déjà, ils sont disculpés devant le ministre de la Justice qui a laissé faire, et puis le procureur qui fait des sorties, je vais dire commanditées, parce qu'il fait des sorties seulement pour dire on va arrêter des gens, ou quand bien même on a déjà arrêté des personnes, parce que c'est quand on arrête, après il vient justifier pourquoi on les a arrêtés, alors qu'il devrait faire une communication en amont. C'est le contraire qui devrait se produire. Et lorsque les enquêtes sont en cours, il était normal que Sidi Souleymane Ndiaye, puisque c'est lui qui parle souvent, il y en a plusieurs, mais c'est lui qui parle, qu'il revienne quand même pour donner des explications sur l'évolution des enquêtes, qu'il puisse nous dire on est à quel niveau. Il a dit qu'on a pu interpeller des centaines de personnes, mais parmi les centaines de personnes, il n'y a que des manifestants, donc de ceux qu'on soupçonne d'avoir participé ou organisé des manifestations. Ce sont des activistes de la société civile, de l'opposition. On n'apprend pas qu'on a pu arrêter un seul agent des forces de l'ordre jusqu'aujourd'hui. Et on a pu le constater hier à travers la communication. Il n'y a pas que des activistes de la société civile qui sont arrêtés. Il y a des citoyens ordinaires. Oui, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les manifestations, qui étaient tranquillement couchés chez eux à la maison. C'est que tout le monde a été arrêté, sauf des agents de sécurité. Justement. Et on s'est rendu compte pourquoi ils ne sont pas arrêtés. C'est parce que le ministre dit qu'ils n'ont rien fait, il faut les laisser tranquilles. Et je crois que quand ça marche comme ça, c'est déjà une procédure qui est biaisée en amont. Maintenant, moi, ça me fait toujours mal de voir que les gens sont dans une logique
de déni de la réalité où on vient se disputer les corps ou des informations autour des victimes, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus dire qui a tiré pour qu'elle ne soit plus de ce monde. Donc je crois que c'est vraiment choquant, quoi, qu'on soit là à discuter autour des morts. Chacun cherche à améliorer son image. Parce que tout ce que j'ai vu, surtout l'État. Comment comprendre, Caps, comment comprendre cette volonté du gouvernement? Parce que on viole le secret de l'instruction, ce qui fait comprendre aux gens qu'on a l'impression que la procédure n'ira jamais à son terme, quand le gouvernement lui-même est déjà sur la défensive, ne permet pas aux enquêteurs d'aller au bout de leur enquête et viole ainsi le secret de l'instruction en disculpant je veux dire, parce que ici il y a deux groupes qui sont mis en cause. Il y a des gens, il y a l'opposition, il y a les forces de sécurité qui sont souvent accusées, mais quand le gouvernement lui-même disculpe une partie, est-ce qu'on peut nourrir l'espoir qu'il y ait un jour justice par rapport à ces victimes-là? Voilà, déjà la conférence d'hier nous laissait déjà entendre, c'est comme si on était en train de rendre justice déjà et donner le résultat qui va sortir de la justice. C'est à attendre le ministre de la Sécurité ressortir ces faits. On a comme l'impression que le gouvernement va beaucoup plus dans l'émotionnel. Le gouvernement, c'est pas son travail de chercher à répondre. C'est-à-dire que le rapport d'Amnesty qui est envoyé ici, le gouvernement pense qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments d'information, surtout des fois qui va à l'endroit ou à l'avantage du gouvernement. Et tout de suite, ils s'empressent pour dire il faut qu'on revendique, il faut qu'on montre des éléments de preuve. Et donc, il ne faut pas rentrer dans cela. Admettons le fait que tout ce qu'ils sont en train de dire soit réel. Qu'on ait pris des balles et qu'on ait pu mettre ça dans le corps des gens à travers des On parle d'un corps sur combien de personnes qui ont été tuées par balle, justement. C'est un exemple qu'il a donné. Oui. C'est juste un exemple qu'il a voulu donner pour le sortir. Admettons que cela soit vrai, mais c'est le travail du gouvernement de nous dire qui l'a fait. Au lieu de chercher à répondre, à chercher à sortir des déclarations, à se défendre, ils doivent plutôt chercher à pouvoir sortir qui est-ce qu'il a fait. Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit, quand on dit, quand on dénonce, quand on parle de la justice, il faut que nous-mêmes, nous soyons en tant que administrateurs, en tant que ministres, que nous soyons les premiers à donner l'exemple et surtout à laisser cette justice aller au bout de son travail afin que tout simplement nous puissions tous être éclairés par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Tout le temps, après chaque manifestation, suite aux violences, il y a des morts. Et après les morts, c'est toujours la même scène qui se répète. On tourne en rond, le gouvernement cherche à se défendre, jeter la lanterne sur l'opposition qui de son côté se défend. On dirait que le gouvernement est une opposition pendant qu'ils sont là justement pour rendre justice. Et ce qu'on entend à tout le monde. À tout le monde, effectivement. Antoine, allez-y. Ce qu'il faut rajouter, parce que je constate que le degré de cruauté a atteint un tel niveau que désormais, on se permet tout dans ce pays. Récemment, je suivais le cas de ce vieillard qui est mort, de ce vieil homme qui est mort en détention. J'ai vu qu'il y a le porte-parole du ministère de la Justice qui a voulu... c'est incroyable. Qui a voulu, vous avez vu cette sortie? Le matin, on a essayé de le joindre ici, justement pour avoir sa part de vérité, sa version, parce que tout s'est passé, selon les enquêtes que nous avons menées, tout s'est passé au niveau de la maison centrale. C'est vrai que le vieux, il est arrivé vraiment dans un état critique à Ignace Dine, où il a finalement rendu l'âme. Nous avons tout fait. Le ministère de la Justice n'a pas daigné répondre. Et finalement, c'est dans d'autres médias, notamment les sites d'information et d'autres radios, qu'on l'a écouté dire que le monsieur est décédé de Covid-19. Après avoir dit qu'il est décédé du diabète, on a également parlé de Covid-19, alors que sur son corps étaient visibles les traces de torture. C'est une personne qui aurait été ligotée. Encore une fois, on parle de montage. On parle de montage parce que sur nos antennes à Espace TV, on a vu ces images du corps du vieux qui était entaillé par endroits. Mais le porte-parole du ministère de la Justice a estimé que c'était... Il est un peu au courant de comment ça se passe, des manipulations de Photoshop. Tout ça. Donc, si au niveau du vieux, il y a eu manipulation, au niveau du corps présenté par Damantal, il y a eu manipulation, je ne sais plus à quoi nous en tenir dans ce pays. À qui se fier lorsqu'il y a mort d'homme dans ce pays? C'est dans ce pays qu'il y a eu 11 corps qui ont été retenus durant 6 mois. Il a fallu de la dénonciation pour les rendre à leurs parents. Il a fallu qu'une femme vienne dans ce studio dire clairement que son enfant était parmi ces corps-là, afin que pour que le gouvernement sorte de son mutisme, pour expliquer pourquoi
ces corps étaient détenus et les jours qui ont suivi, on a restitué les corps. Et on nous a vendu l'illusion selon laquelle il y aurait autopsie pour que justice puisse être rendue. Il y a eu autopsie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on se demande qu'est-ce qui s'est passé? À quoi joue le gouvernement finalement? Parce que de l'autre côté, on a l'impression qu'avec Amnesty International, on les prend très au sérieux. On se dit que si ce rapport-là sort et que dans des sphères qui ne sont pas les nôtres, est déjà sorti. Le gouvernement peut perdre des points. C'est pour éviter justement que de l'autre côté on perde des points, qu'on sort pour s'expliquer. On se dit que Amnesty, c'est une structure sérieuse. Si ce rapport n'est pas contesté, il est évident qu'il y a des institutions internationales qui vont peut-être nous lancer des flèches et tout ça. Donc il est important que nous sortions pour critiquer ce rapport afin qu'il soit revu. Human Rights Watch n'a pas été évoqué dans la communication du gouvernement parce qu'à ce niveau, je me dis qu'il y a eu un travail équilibré. De part et d'autre, ils ont rappelé qu'il y a eu 6 morts du côté des forces de sécurité et de l'autre côté, 12 morts du côté des citoyens. De part et d'autre, ils ont évoqué des violences perpétrées de part et d'autre. Amnesty, certes, on va estimer que le rapport il est partial, mais le gouvernement a le devoir aussi de communiquer de façon correcte. Parce que cette forme de communication à laquelle on a assisté hier... Il ne montre pas sa volonté de rendre justice. Le problème. Moi, j'ai un problème avec aujourd'hui le gouvernement. Parce que lorsqu'on les écoute, ils sont certes dans une communication de crise, mais ils se défendent. C'est l'État. Et l'État, c'est vrai, c'est nous tous, mais on parle du gouvernement. Là, leur responsabilité aujourd'hui, c'était de rendre justice au peuple de Guinée, à tout le monde. Et une communication qui est, disons, orientée et qui parfois qui est sélectionnée, c'est comme si tout simplement l'autre côté, les personnes qui sont mortes ne relèvent pas de la responsabilité de l'État. C'est quand l'État est acculé à l'international qu'on communique. Qui cherche à ridoler leur image. Les organisations de défense des droits humains en Guinée communiquent à tout moment, mais ça ne les interpelle pas. Il a fallu que d'autres organisations à l'international communiquent pour que justement on essaie de, vous l'avez dit, ils essaient d'organiser cette... C'est comme si c'est une conférence, une communication de crise préparée. Mais ce qu'on demande, on aurait pu demander, c'est d'attendre que vraiment cette enquête puisse aller à son terme, qu'on ne viole pas le secret. On n'a jamais respecté. Madame Yero, on n'a jamais dans ce pays. S'il vous plaît. Kassori Fofana à l'abbé a violé les secrets d'instruction lorsqu'il a révélé que des gens ont été tués de dos. Jusque là où nous parlons, depuis qu'il a communiqué, jusque là où nous parlons, dites-moi s'il y a une communication officielle du procureur pour nous dire c'est qu'il en est. Non, la procédure n'est pas respectée. La procédure n'est pas respectée parce que même les personnes qui ont été arrêtées, déjà les chèques d'inculpation ont été présentés. Moi, je pense que lorsqu'une personne est mise en examen, il faut d'abord l'écouter et après on tire les conclusions pour le transférer. Mais ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau de ceux qui ont trouvé la mort, la société civile ou les partis politiques qui sont aujourd'hui arrêtés, il n'y a pas de respect de la procédure. Puisque vous parlez d'enquête, on est dans un pays où jamais les enquêtes ont abouti. On a toujours dit que c'est la justice privée qui est en train de prendre le dessus parce que l'État a démissionné. Ce qui s'est passé hier, moi c'est regrettable qu'un ministre de la République qui est censé protéger les citoyens et leurs biens prenne position dans sa communication. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça n'honore pas la Guinée. On est en train de toucher le fond. Des leaders aujourd'hui sont inquiétés, tout simplement, on les retire leur passeport. Des citoyens trouvent la mort, on ne rend pas justice. On est dans un état aujourd'hui où il y a une faillite étatique. Si l'État n'arrive pas à corriger cette situation, je pense que c'est déplorable. Il n'y a pas de Guinée. Il y a des situations, des citoyens qui tombent. Il faut rendre justice parce qu'ils relèvent de votre pouvoir. On ne peut pas se défendre face à un rapport quand même qui est sorti à travers une institution internationale. Ils jouent leur travail. Je suis d'accord qu'il y a quelque part un travail partial qui a été fait. Mais une fois encore, il est de la responsabilité de l'État. Que vous soyez militant du parti au pouvoir, que vous soyez de l'opposition, nous sommes tout simplement des citoyens qui relèvent de l'État. Il y a le contrat social qui nous lie. Il est de la responsabilité de l'État de nous protéger. En retour, on renonce à une partie de nos libertés pour les soutenir. Mais dans cette situation, ce qui est en train de se passer, c'est déplorable. On a un gouvernement qui ne défend que sa position, sa ligne directive, et les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes. Que peuvent espérer les cadres de l'opposition? Parce que nous ne parlons pas de ces citoyens lambda
ils sont désespérés en entendant des sorties comme cela de ce genre. Des gens qui ont été présentés. Que faut-il espérer par rapport à ce dialogue dont on parle? Parce que hier, vous avez également suivi cette conférence des avocats, notamment de l'opposition, qui dénoncent une violation des procédures par rapport à l'arrestation de leurs clients. Madame, il y a le dialogue, mais il y a d'abord sur la justice. Là, je voudrais vraiment rester encore là-dessus parce que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'on a disculpé la police, la gendarmerie, en tout cas tous les services d'intervention, toutes les forces de l'ordre. Le gouvernement dit qu'ils n'ont rien fait, que ces agents n'ont rien fait, c'est seulement ceux qui ont manifesté, qui se sont donné eux-mêmes la mort et c'est eux qui ont blessé aussi des gens et puis c'est tout. Et quand vous avez écouté les chefs d'inculpation retenus, on parle moins de meurtre. Je crois que le meurtre, ce n'est pas assez intéressant. Association des malfaiteurs, attroupement, détention d'armes de guerre. Détention d'armes de guerre, etc., etc. Pour le meurtre, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu dans ce pays, même si on dit qu'il y a eu 12 morts, il n'a pas eu lieu. Et le procureur et le gouvernement se trouvent dans cette logique. C'est plus de 12 morts, on ne peut pas. Non mais on ne peut pas avoir. Amnesty et l'autre parlent de 12 morts. Ça c'est dans leur rapport. Oui, dans leur rapport. Le gouvernement parle de 28 bien personnes. entendu, ils se sont contentés de relayer les propos du gouvernement et puis de l'opposition en rapportant ce que chacun est en train de dire de son côté, puisque les ONG n'ont quand même pas la possibilité de faire des enquêtes sans pouvoir se baser sur les témoignages des victimes, mais également des déclarations officielles. Donc, on a fini ça. Du côté du gouvernement, je crois c'est fini. On va laisser les gens, les opposants, donc, et puis les activistes de la société civile qui sont arrêtés, perdre du temps en prison. Après, on va les juger, on va condamner certains parmi eux, on va laisser d'autres. Et puis c'est tout, ça avance. Et si on continue comme ça, à nier l'évidence à tout moment, à ne pas faire justice, je crois que on ne peut pas s'attendre à ce que les ONG qui défendent les droits humains vous disent à l'étranger, à l'international dans leur rapport que vous êtes un gouvernement qui respecte les droits de l'homme. On ne peut pas se le permettre. Ça, c'est une violation des droits humains et Amnesty International et Human Rights Watch et d'autres ONG qui militent pour les droits humains ne peuvent pas se permettre de vous féliciter. Il ne sert à rien de regrouper les médias locaux et même les médias internationaux pour prendre la défense des services de sécurité. Il ne sert à rien de se défendre soi-même pour donner une bonne image. Cette image, elle ne sera jamais bonne. Les gens sont déjà unanimes parce qu'il y a la réalité. Les gens sont morts, vous dites, il n'y a pas de tueurs. Mais quand même, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Ou alors qu'on dise, bon, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en prison pour des faits qui n'ont aucun lien forcément avec le meurtre, que ce sont eux qui sont rendus et qu'on rend responsables, n'est-ce pas, des tueries. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné qu'on puisse voir les choses autrement. Et en écoutant ce que Jacques vient de dire, le résumé, c'est comme si le verdict avait déjà été rendu. C'est comme si toutes ces personnes qui sont détenues aujourd'hui en prison sont responsables de ce qui s'est passé. À la tête, les opposants dont on a écouté les avocats hier en conférence de presse. Caps. Voilà, donc la première chose d'abord qu'il faut ressortir là-dedans, quand on prend le gouvernement qui à chaque fois cherche à montrer l'innocence ou dire que c'est pas les forces de l'ordre qui sont responsables de ce qui se passe. Maintenant, si c'est pas les forces de l'ordre, c'est la responsabilité à qui? On fait des enquêtes, on fait des autopsies, etc. Jamais ces résultats ne sont publiés. Si vous dites que c'est pas les forces de l'ordre, maintenant prouvez les résultats de ces enquêtes-là pour montrer effectivement qui est donc à la base de ces meurtres-là. Et quand on a écouté hier la sortie des avocats des membres de l'opposition, on comprend tout de suite qu'on a un pouvoir en place qui peut-être utilise cette opposition pour les distraire, pour les dissuader, pour les amener vers le fait de défendre. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend l'opposition qui projette une manifestation autour du 25, on voit tout de suite que la manifestation de l'opposition désormais n'est plus sur le fait qu'il faut réclamer désormais la victoire du président de l'UFDG. Maintenant, leur orientation est fixée sur le fait de sortir les gens, les détenus de prison. Et donc, on fait une dissuasion possible, mais en le faisant, le gouvernement est toujours dans ses jeux politiques. Et moi, j'ose espérer qu'on a fait 10 années à faire que de la politique, peut-être pour ce premier mandat de la 4e République, ce 3e mandat donc, il faut quelque part sortir de ces jeux politiciens et ça c'est raté depuis le départ. Les bonnes bases
pour on a suivi. Ce mandat-là puisse l'être facile d'application. Mais ce qu'il est en train de faire, ça ne fait que radicaliser les gens. Et en ce terme-là, le dialogue ne peut que devenir... C'est raté depuis le départ. Depuis que la Cour constitutionnelle a donné ses résultats, on a vu la sortie du chef de l'État. Moi, je pensais qu'il allait présenter une contre-image. Il allait présenter une contre-image, mais il est resté fidèle à lui-même. Je pense que dans un tel contexte, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quand même un changement quelconque à l'encontre peut-être de l'opposition. Maintenant, moi, sur la communication d'hier, il y a un passage qui a attiré mon attention. Bon, peut-être on peut prendre le temps de le vérifier, mais on nous apprend que des leaders politiques qui ont été arrêtés auraient été présentés avec des ardoises, où il y a des mentions complot. Mais c'est une telle communication. Je me demande comment est-ce que les gens peuvent accepter, par exemple, de se laisser prendre en photo quand vous sentez. Attention, avec une ardoise sur laquelle c'est écrit complot. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe à la police. Le motif pour lequel vous êtes retenu, on peut le noter. Que vous tenez avec. Complot. Oui. Moi, si je regarde les chefs d'accusation et l'expression j'ai l'impression de revenir 70 justement dans les années 60. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ce qui est en train de se passer, il faut revenir en arrière, relire notre histoire. Parce que on va d'ailleurs en parler dans la deuxième partie. Voilà, ce qui s'est passé dans cette communication hier, le temps de le vérifier, cette expression complot, on renoue avec le passé. On sait que notre passé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, avec Sectoré, mais il y a des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, on a toujours parlé de succession de complots en Guinée. Et est-ce que c'est cette communication qu'on est en train de ramener au devant de la scène, sachant qu'il y a des citoyens qui, pour l'instant, sont martyrisés par ce qui s'est passé sous le premier régime? Je pense qu'on n'en a pas besoin. L'impression qu'on donne aux gens, que vous soyez adversaire politique, que vous soyez un potentiel, en tout cas, disons, adversaire du pouvoir en place, vous êtes inquiétés, on est systématiquement en train de museler tout le monde. Cette approche ne peut pas arranger le chef de l'État. Je l'ai dit hier, aujourd'hui on a besoin qu'on puisse dialoguer et aller vers la paix. Parce que sans la paix, là, le chef de l'État, certes, il a l'ambition, il a son projet, il veut réaliser des choses, mais ça peut pas se faire. Parce qu'il oublie une chose. Il y a ce qu'on appelle l'imputabilité. Ce qui va se passer aujourd'hui, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de la Sécurité qu'on va pointer du doigt, mais c'est le président Alpha Condé. Demain, on dira que tout ce qui s'est passé sous son régime, il est de sa responsabilité. Donc, il y a le principe non seulement de responsabilité, mais d'imputabilité. Tout ce qui va se passer, il est de sa responsabilité et on va l'imputer, ce scénario-là. Donc, il faudrait qu'il s'en les noie, qu'il essaie de trouver une solution définitive à ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'on continue à inquiéter des gens parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec votre politique. Mais on est dans un système démocratique, il faut accepter les autres avec leur différence. À cette allure, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des condamnations des opposants qui sont aujourd'hui arrêtés? Il faut s'attendre à deux choses. Soit ils seront condamnés, ou ils seront utilisés comme des monnaies d'échange. C'est-à-dire, pour le dialogue. On va projeter un dialogue. Ça a déjà commencé avec cette manifestation en vue. L'opposition demandera la libération de la condition pour aller au dialogue. On va les libérer. On dira que le chef de l'État a fait un geste. L'opposition doit en faire autant et puis on va sur la table. Pourvu que ça ne se limite pas à ces chefs de l'opposition, ces cadres de l'opposition, parce qu'il y a des citoyens lambda, d'innocentes personnes autour desquelles il n'y aura pas médiation justement. C'est ce qui va se passer malheureusement. Ce qu'il faut dire, et c'est un constat que je fais, on a un président qui a été réélu avec plus de 50% des voix. Mais j'ai fait un constat dans la ville de Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, de nature, lorsqu'il y a de telles élections, lorsqu'un homme est élu, de façon naturelle, spontanée, les gens manifestent. Les gens sortent dans les rues pour dire qu'on a gagné. Lorsque surtout cette victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle, en Guinée, ce n'a pas été le cas. Hier, j'ai vu que dans le compte rendu du Conseil des ministres, il a été clairement indiqué que tous ceux qui projettent des manifestations pour célébrer la victoire d'Alpha Condé, ils mettent fin, c'est-à-dire sursoient à cela, parce que il y a une sorte de comment on appelle ça par rapport au coronavirus, il y a ces... Les grandes gueules. Le respect des gestes barrières. Il y a une sorte de... On est en train de faire les prélèvements massifs des citoyens, donc il faut éviter ces manifestations de foule. J'ai compris largement que c'était une manière de stopper net ce qui arrive avec l'opposition le 25 à venir. On veut dire que si d'un côté on interdit au soutien du pouvoir de manifester leur joie pour Alpha Condé, il faudrait que ceux qui sont en face de l'opposition, qui s'abstiennent de manifester également dans la rue, parce qu'il y a une sorte
il y a cette instruction qui est mais les campagnes se sont passées dans ce que je me dis. Alpha Condé, après cette victoire remportée, ce départ-là ne rassure pas du tout. Certes, il a dit que ce serait un mandat différent des deux autres, mais avec ce départ que nous constatons, j'ai l'impression qu'on va assister aux 10 ans passés. Les mêmes faits produiront les mêmes effets. J'ai l'impression que durant 10 années dans ce pays, on a assisté à une seule chose, manifestation, élection, dialogue politique. Et puis des sorties du gouvernement pour se défendre. Et beaucoup parmi ces politiciens ont vieilli dans ça. Il y a certains en 2010, quand vous les voyez, c'était très jeunes, très bons, élégants. Mais à cause des contestations et à cause du stress, mais quand vous les voyez aujourd'hui, on dirait des vieils hommes. Les grandes gueules. Beaucoup sont morts de stress, malheureusement. Et on n'est que dans ça. Il n'y a pas de développement dans ce pays. C'est 10 ans, ceux qui avaient 60 ans, 70 ans aujourd'hui. Dites-moi, quand je vois parfois, je vais citer des noms ce matin, par exemple, moi, on va peut-être me tirer les oreilles, mais je vois des leaders politiques qui, depuis des années, mais sont dans la même chose. Font les mêmes choses pratiquement. Et ils ont du talent, mais on ne voit pas ce talent qui promeut. Je prends le cas d'Aliou Condé, par exemple, de l'UFDG, qui est un cadre aguerri, mais qui, depuis Alpha Condé au pouvoir, mais est dans la contestation permanente. Vous voulez qu'il fasse quoi? Aliou Condé a pris de l'âge. Il est dans l'opposition. C'est un technocrate, ce monsieur-là. Mais il va exercer comment? En fait, il est dans l'opposition, il travaille. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les contestations, c'est pratiquement la même activité à laquelle on assiste tout le temps. Quand on voit Aliou Condé sortir dans la presse, c'est pour contester les élections, c'est pour dire que la CENI mais il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Je ne découvre pas le côté. Non, Aliou Condé. Je ne découvre pas le côté technique d'Aliou Condé, qui pour moi est un cadre qu'on a connu dans mais on l'a toujours découvert, nous, ici. Lui, il y a beaucoup d'autres que nous connaissons qui auraient pu se faire voir autrement. Mais à cause des querelles politiques, c'est la même chose. Antoine, je pense que la violence légitime appartient à l'État. C'est l'État qui gouverne, pas l'opposition. L'opposition conteste, fait des propositions. Moi, quand même, Aliou Condé, parce que c'est un électron qui gravite autour du noyau. Lorsque vous l'écoutez dans sa communication, il est technique. Sur les questions de la CENI, sur les questions de la loi, on l'écoute et tout ce qui sort de sa bouche, je crois que on l'écoute. Maintenant, au niveau de son statut, au niveau de ses compétences, d'autres choses. Oui, mais aujourd'hui, c'est fait à dessein. On est dans la crise politique depuis 2010. De façon perpétuelle. On n'a pas voulu aller dans le structurel. Et malheureusement, toutes les questions qui ont été soulevées ici, on n'a pas trouvé de solution définitive. Le gouvernement de son côté, qui normalement avait la capacité de mettre un terme à tout cela, aujourd'hui, n'a pas cet esprit d'ouverture. C'est vrai, il y a cette politique de simulation qu'on fait à tout moment. Mais tant qu'on ne va pas résoudre définitivement les questions de façon structurelle, eh bien, on va retomber dans le même scénario. Aujourd'hui, on parle de manifestation, on parle d'arrestation, on parle de chef d'inculpation, mais personne ne parle de la loi électorale. Personne ne parle de la CENI. Personne ne parle surtout de cette constitution qui nous divise, et personne ne parle de comment demain la Guinée sera faite, les routes, les hôpitaux, personne n'en parle parce que ça a été fait à dessein. On a un chef d'État, on le dit souvent, qui est foncièrement politique. Partout aujourd'hui, l'opinion publique qui est en train de prendre de l'ascension, partout c'est le débat politique. Je pense que depuis 2010 à maintenant, il n'y a pas eu de question structurelle, il n'y a pas eu de travaux définitifs. C'est ce qui fait que et l'opposition et le pouvoir, chacun est dans cette posture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce mandat-là, c'est une occasion de tourner le dos à ces genres de pratiques et surtout de trouver une solution définitive à nos problèmes. Parce que tant qu'on ne le fera pas, on va continuer à tourner dans un cercle vicieux et finalement, on va avoir des politiciens qui vont continuer à parler de politique. Bon, moi j'avais envie d'apporter une petite précision quant à la détention de certains citoyens par la police. Vous et moi avons suivi cet élément vidéo la dernière fois, ce modus operandi de la police qui permet de mettre la main sur des gens. Aujourd'hui, il faut le préciser, il y a des gens qui se retrouvent, il y a des innocents qui se retrouvent en prison, mais la plupart de ceux qu'on va arrêter à leur domicile sont impliqués dans quelque chose. Madame Yoro sait de quoi je parle? Pas forcément, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, Madame Yoro, on a suivi ensemble. Une vidéo n'explique pas forcément toutes les arrestations qui se passent sur le terrain. Il y a des innocents qui sont forcément en prison, mais quand on a vu le modus operandi la dernière fois, on s'est rendu compte que tout le monde ne se retrouve pas en prison par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des agents qui vont avec vous pour manifester. Après, quand il y a dispersion de manifestation, ils vous suivent. Vous allez dans vos îlots, vous cachez avec eux.
Et ces gens-là... Une façon de dire que les manifestants sont infiltrés par des agents. Quelquefois, oui, qui les suivent à domicile. Je suis d'accord avec toi dans ce domaine. Mais il s'est passé des choses, notamment ces derniers temps. Vers la cimenterie, on a débarqué dans des concessions tard dans la nuit pour arrêter des personnes qui sont quelquefois innocentes. Je ne contredis pas le fait qu'il y a des innocents en prison. J'ai commencé par ça. Il y a des innocents en prison, mais tous ceux qui sont en prison ne sont pas innocents. Le cas de la cimenterie où, par exemple, on allait sortir des armes dans une mosquée. Vous oubliez que tous les policiers en Guinée ne portent pas la tenue bleue ou noire. Il y a des policiers qui se promènent dans nos rues. Il y a des policiers qu'on a en famille dont on ne sait pas. Donc, ces gens-là, quand ils ont une alerte, ils remontent l'information et il y a intervention. La police n'intervient pas sur un coup de tête ou la police n'accuse pas tout le monde. Il y a des innocents qui se retrouvent en prison pour des règlements de compte ou pour des erreurs, mais ceux qu'on arrête aujourd'hui là, ils sont suivis, ils sont filés. Ceux qui ont des plans font... Maintenant, les auteurs de tueries, on ne les a pas retrouvés, les auteurs de tueries. Tant qu'on ne retrouve pas les auteurs de tueries, les manifestants sont arrêtés. On va beau vouloir montrer qu'on veut rendre justice, mais là, ça devient compliqué. Vous l'avez compris, le débat est houleux dans ce studio. Continuez le débat, nous revenons à 10h. Événement Espace TV, dimanche 22 novembre à 21h05, soirée spéciale rétroviseur Ahmed Sékou Touré. Pour la commémoration de l'agression portugaise du 22 novembre 70, Espace TV vous replonge dans la vie du premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, de l'accession à l'indépendance de la Guinée à son décès en 1984. Soirée spéciale rétroviseur Ahmed Sékou Touré. C'est ce dimanche 22 novembre à 21h05 sur Espace TV avec Ibrahima Khalil Diallo. Espace TV, la télé de la mémoire historique.